Michel Duclos, bonjour. Vous Bonjour, êtes Isabelle. conseiller stratégique à l'Institut Montaigne et vous avez été ambassadeur à Damas entre 2006 et 2009, puisque vous êtes diplomate. Depuis maintenant 15 jours, les forces turques sont engagées militairement au nord de la Syrie, où elles combattent pour essayer d'en réduire leurs forces, les forces kurdes dans l'enclave d'Arfin. Combien de temps peut durer cette intervention militaire turque, Michel Duclos, et surtout, quelles en sont les principales raisons ? Alors, commençons par les raisons. Je crois que dans l'esprit des Turcs, il s'agit effectivement de marquer un signal très clair à l'égard des Américains, qui, comme vous le savez, ont été et restent les alliés des Kurdes syriens contre Daesh. Mais en attaquant l'enclave d'Afrin, ils attaquent un bout du territoire contrôlé par les Kurdes où les Américains ne se trouvent pas, parce que le canton d'Afrin n'était pas dans le périmètre de l'alliance entre les Américains et les Kurdes contre Daesh. Et donc il s'agit d'abord pour les Turcs de marquer aux Américains leur vif mécontentement de cette alliance que les Américains ont décidé de pérenniser au-delà de la défaite de Daesh. Il faut réduire aussi l'influence des Kurdes au nord de la Syrie. Alors, oui, la crainte des Turcs, c'est que le parti kurde syrien, le PYD, est une branche du PKK. Il ne faut pas se le dissimuler. Le PKK que combattent les forces turques au sud-est du pays, de la Turquie. Et qui est un élément de déstabilisation réelle de la Turquie. Donc les Turcs ont des raisons de vouloir s'en prendre à ce qu'ils considèrent comme un appendice d'un mouvement qui, chez eux, est en guerre contre les autorités nationales. Est-ce qu'il y a des raisons de politique intérieure aussi ? Alors, accessoirement, ça permet à Erdogan de repolariser un peu plus l'opinion, de se draper dans le drapeau de l'indépendance nationale, et donc il a recréé une sorte d'exaltation nationale autour de lui contre les Kurdes et aussi contre les Américains, il faut bien le dire. Alors, cette intervention a eu lieu avec le feu vert du Kremlin, puisque les responsables turcs, notamment militaires, sont allés le chercher la veille de déclencher l'opération. Quel est le jeu russe ? Je crois on peut parler d'une opération russo-turque, puisqu'effectivement, dans cette ville d'Afrin, d'abord, il y avait des éléments militaires russes. Ensuite, c'est une zone dont l'espace aérien est entièrement contrôlé par les Russes. Donc, les Turcs sont entrés avec le feu vert des Russes, qui d'ailleurs ont retiré leurs éléments militaires de la ville d'Afrin. Et donc, on peut penser que les Russes ont voulu concourir à ce message adressé par les Turcs aux États-Unis. On peut penser qu'ils sont évidemment ravis d'introduire un peu plus de discorde entre deux alliés majeurs de l'Alliance Atlantique. Oui, alors jusqu'où peut aller en fait cette tension qui ne cesse de croître depuis plusieurs semaines entre ces deux alliés majeurs de l'Alliance Atlantique que sont la Turquie et les États-Unis. Je rappelle quand même qu'il y a eu quand même un élément de friction très très important à l'automne quand les Turcs ont décidé d'acheter des S-400, un système de défense antimissile, donc de les acheter à la Russie, alors que ce système est incompatible avec celui de l'Alliance Atlantique. Jusqu'où peut aller ce différend entre la Turquie et les États-Unis ? Je crains qu'il puisse aller très très loin, honnêtement. On ne peut pas exclure que l'Occident perde la Turquie, pour dire les choses de façon extrêmement schématique, peut-être. Retrait de la Turquie de l'OTAN, c'est ce à quoi vous pensez ? Ça pourrait aller jusque-là, oui. Ou éviction de la Turquie de l'OTAN ? Simplement, la seule corde de rappel, c'est que si les autorités turques se mettaient exclusivement dans la main des Russes, je pense qu'elles comprendraient rapidement que ce n'est pas leur intérêt. Et donc, pour l'instant,
outre le fait qu'il y a quand même une culture, il y a des appareils qui ont l'habitude de travailler avec le temps, et donc c'est pas si facile que ça de couper quand même le cordon ombilical avec le temps. Mais la principale garantie, c'est que les autorités politiques turques comprennent que ce n'est pas leur intérêt de s'enfermer dans un tête-à-tête avec la Russie. D'ailleurs, il y a un lourd contentieux entre les Turcs et les Américains, et nous aussi d'ailleurs, sur l'affaire syrienne depuis le début, en fait. Mais en même temps, les relations ne sont pas complètement faciles entre Moscou et Ankara. Alors justement, on voit très bien les effets des décisions militaires de la part de la Russie en Syrie. Ce qu'on voit moins bien en revanche, c'est toutes les manœuvres politiques. Il y a eu une réunion à Sotchi cette semaine, une réunion intersyrienne qui vise, du côté du Kremlin, à transformer le succès militaire en Syrie en succès politique. Et même si cette réunion fait concurrence au processus de négociation des Nations Unies qui a lieu depuis 2 ans maintenant à Genève et à Vienne, il avait par le passé donné quelques décisions comme les zones de désescalade. Cette semaine, la réunion de Sochi a été, enfin je ne sais pas si on peut parler de fiasco, en tout cas elle n'a rien donné. Elle s'est terminée dans une espèce de brouhaha et de chaos quasi absolu. C'est un échec total, Sotchi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire de la capacité des Russes à influencer le processus politique en Syrie? Eh bien, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de mal. Ils sont à la peine pour transformer en succès politique leur victoire militaire. Pourquoi? Alors pourquoi? D'abord, il faut bien voir que, même s'ils le disent, ça leur est difficile de prétendre que c'est de la faute des autres. Parce que les Occidentaux sont allés extrêmement loin dans la direction des Russes en termes de processus. Et la réunion de Sotchi et la réunion de Vienne, donc, dans le cadre des Nations Unies, avait été précédée d'une réunion à Paris, au cours de laquelle les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Arabie Saoudite et les Jordanies avaient mis au point une position dans laquelle, grosso modo, ils acceptaient ce processus. Ça veut dire qu'on a fait des concessions aux Russes en disant « Ok, on vous laisse bosser, si vous pouvez apporter votre pierre au processus international des Nations Unies, allez-y ». C'est ça, Voilà, non? Exactement. Si vous arrivez, comme vous le dites, à lancer le processus par le biais d'une nouvelle constitution et d'élection, on n'insiste pas sur le départ de Bachar al-Assad. Quant à l'opposition, elle est allée aussi très loin sur cette ligne. C'est le régime qui, donc, dans la réunion de Vienne que vous avez mentionné juste avant Sotchi, le régime syrien, qui, une fois de plus, a refusé toute apparence de concession. D'où la question que les gens se posent, mais est-ce que les Russes ont vraiment tant de leviers que cela sur le régime? Puis il y a une autre question, il faut dire... La réponse? La réponse, c'est que là, chacun est confronté à ses conjectures personnelles. Moi-même, vous avez indiqué que j'étais ambassadeur en Syrie, mais j'ai aussi été longtemps en poste en Russie. Je crois que les Russes peuvent tordre les bras d'Assad. Et je crois que le levier dont ils disposent, c'est la couverture aérienne ou pas. Donc c'est le genre de levier qu'on ne peut pas utiliser à tout bout de champ, ni n'importe comment. Il faut que l'enjeu en vaille vraiment la peine. Or, du point de vue russe, ce qui est important dans tous ces processus, c'est quand même, à la fin du jeu, d'assurer le maintien en place d'Assad. Donc tant qu'ils n'auront pas la certitude que le processus conduit à ce résultat, ils hésiteront à forcer Assad à entrer dans le jeu. Mais il y a un autre élément culturel, c'est que Sotchi a été préparé, il faut bien le dire, selon des méthodes qui sont complètement orthogonales avec ce que devrait être un dialogue national. Sur les 1600 invités, il y en avait 1400 qui venaient de Syrie, donc qui avaient été choisis par les autorités syriennes, pour ne pas dire par les services de sécurité
syriens. Ensuite, ça s'est tenu une seule journée. Donc c'était un faux-semblant complet. Et c'est là où d'ailleurs ça laisse un espoir pour l'avenir. Peut-être qu'on peut espérer que Moscou en tirera la conclusion et pensera que finalement quand même il faut donner un peu plus de place à un vrai dialogue si on veut avancer. Alors justement, est-ce que ça peut servir, est-ce que ça peut être aussi une ouverture pour un retour de la diplomatie française sur le dossier syrien? Et est-ce qu'il y a la place en ce moment pour une initiative internationale? Enfin, les États-Unis se réengagent à nouveau en ce moment sur le dossier syrien. Les Français poussent la porte. On a l'impression qu'il y a une fenêtre d'opportunité, alors que, franchement, les puissances occidentales, depuis un an ou deux, dans la partie diplomatique de la Syrie, avaient été quand même relativement marginalisées par la montée des puissances locales, type Iran, Russie, Arabie Saoudite. Voilà, alors soyons extrêmement prudents, bien sûr, puisque malheureusement, la crise syrienne nous a habitués à d'énormes déconvenues. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent ou nous regardent que pendant toutes ces manœuvres, soit militaires, soit diplomatiques, les massacres continuent, que ce soit dans la Ghouta, que ce soit à Idlib. La guerre sans fin continue, n'est-ce pas? Il ne faut pas croire que... La guerre contre Daesh n'a pas amené la fin de la guerre et la fin des combats. Et donc, c'est quand même ça, la réalité syrienne. Et en termes d'initiative occidentale, la priorité, ça devrait être quand même de porter secours aux gens qui souffrent, et ça devrait être aussi de frapper, en tous les cas, de sanctionner l'usage de l'arme chimique qui continue. Alors, ayant dit tout cela, c'est vrai que depuis le début de l'année, un discours très important de M. Tillerson le 17 janvier, à l'Institut Hoover. À l'Institut Hoover, les Américains se sont réimpliqués dans cette affaire, à la fois sur le plan militaire ou sur le terrain, en indiquant qu'ils laisseront une présence militaire dans les zones libérées de Daesh, et sur le plan politique, en marquant qu'ils étaient prêts à travailler avec les Russes. Et donc, l'espèce de sentiment que les Russes étaient les maîtres du jeu, qu'ils allaient tout régler par eux-mêmes, ça a donné Sotchi. Et maintenant, il y a peut-être place pour une phase où les uns et les autres peuvent travailler davantage en vue d'un règlement politique. Bien. Ce qui permettrait de mettre fin à cette guerre sans fin que vous décrivez régulièrement dans vos analyses pour l'Institut Montaigne. Merci beaucoup, Merci Michel Duclos. Merci.